tous, aujourd'hui on s'occupe d'un MacBook Pro, oui c'est pas un MacBook Air même s'ils sont assez fins. Alors, ne s'allume plus malgré plusieurs essais de chargement sur les deux ports USB-C, précédemment affiché le point d'interrogation sur le SSD, ça c'est pas bon signe, clignotant au redémarrage à cause d'une erreur. Donc il y a peut-être deux soucis sur ce modèle apparemment, ne s'allume plus, apparemment un bug de SSD. Bon, on va vérifier déjà, on va essayer de le faire démarrer. Alors, en gros c'est une machine assez sympatoche, c'est pas le Touch Bar, donc il doit être de 2016 celui-ci si j'ai pas de bêtises. Et donc, quand je l'ai branché, hop, sur mon testeur, on n'a absolument rien. Mon testeur devrait s'allumer au moins pour me dire, en gros, qu'il a détecté quelque chose et qu'il va se mettre en marche. Mais là, je n'ai rien du tout. Et ça, sur les deux ports USB-C, du coup, effectivement, on n'a rien. Donc, généralement, quand ça se passe, c'est qu'on a soit les puces de contrôle USB-C qui sont claquées, et il y a des chances que ce soit ça, parce que ça arrive très souvent. Et je vais vous en parler dans ces cas-là, on fera quelques tests. Soit c'est plus loin, mais généralement quand c'est plus loin, on a quand même mon petit testeur qui s'allume. Ou alors c'est simplement les ports USB-C qui ont un souci, ça peut arriver aussi. Donc on va tester ça, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Allez, je démonte la carte mère. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, je l'ai sortie complètement du châssis. Elle est plutôt propre, alors elle a déjà été regardée, je crois qu'il l'avait emmenée dans un Apple Store, si j'ai bien compris l'explication que le client avait donnée. Bon, il y a pas de dégâts, oxydation, ni quoi que ce soit, c'est plutôt propre. Donc on va passer sous le microscope, on va jeter un coup d'œil aux connecteurs et aux composants en question. Voilà, donc les connecteurs, ils sont juste ici. J'essaie de bien zoomer dessus. On a, hop. Alors, ils sont un petit peu sales, il y a un petit peu d'encrassement, mais rien d'alarmant, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas d'oxydation, donc bon, ils sont très sales pour certains là ici, mais franchement, il n'y a pas de souci. C'est pas les pistes ne sont pas rongées par l'oxydation ou quoi que ce soit, donc pas de problème. Je regarde de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Je vais quand même les nettoyer par sécurité, mais c'est plutôt propre. Voilà, et là, on voit bien que quand on donne un petit coup d'alcool dessus pour nettoyer, il n'y a aucun problème, ça repart bien. Donc de ce côté-là, je pense que les connecteurs sont bons, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la connexion, hein. Hop, voilà, je nettoie bien celui-ci. Ils sont un petit peu encrassés, mais vraiment c'est pas grave. Donc bref, je pense que le problème ne se situe pas là. Donc les composants à regarder juste après, ça va être du coup les contrôleurs USB. Ah bah voilà, on a trouvé. Donc en fait, on a un contrôleur pour chaque prise USB-C. Donc là, on a deux sur ce modèle, donc forcément deux contrôleurs, l'un à côté de l'autre. Et je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais ici, là, c'est totalement brûlé. Je vais essayer de bien vous zoomer dessus. Voilà, on a un gros trou là, juste ici là. Donc la puce a complètement brûlé en intérieur. Voilà, donc le problème est là, c'est le contrôleur qui est claqué. Alors maintenant la question c'est à savoir, est-ce que ça a claqué d'autres choses derrière? Parce que ces petits contrôleurs là, quand ils lâchent, ils peuvent faire de gros dégâts. Parce qu'on a quand même le 20 volts qui passe forcément dans ces puces là, hein, de par les ports USB-C. Et on a de la communication qui va un peu plus loin. Donc quand ça claque, en interne comme ici, il arrive parfois que le 20 volts qui se retrouve du chargeur, donc qui est du coup de l'autre côté, fonce sur des lignes de communication à l'intérieur, et là, ça peut faire de gros dégâts sur les pistes qui sont après. Donc dans tous les cas, je vais retirer le composant, on va faire 2-3 tests, je vais en profiter pour voir si j'ai pas, mais là forcément j'aurai des courts-circuits je pense sur les lignes. Alors en fait, il y a plusieurs lignes d'alimentation sur ces puces-là, et du coup, en général, on a des condensateurs autour pour tester ça. Donc là, voilà, ça sonne. Là, non. Là oui, donc on a deux courts-circuits en gros, hein, à moins que ce soit la même ligne, il faudra que je vérifie sur le schéma. Et celle d'à côté par exemple, parce qu'elles sont quand même indépendantes de ce côté-là. Donc là c'est en court-circuit apparemment, mais pas ici. Donc on va retirer la puce là, et on va voir si on est toujours en court-circuit sur cette ligne-là, qui est du coup la même. Ça va être, je pense, la ligne d'alimentation principale de la carte mère, ouais, c'est sûrement ça. Donc on enlève ça, ça va être assez rapide. Alors je voulais quand même parler de ces fameux composants-là. Il faut savoir que ces composants-là ne sont fabriqués que pour Apple. Donc là, c'est vraiment un peu dégueulasse parce que les clients qui viennent nous voir, parce qu'on en a de plus en plus des modèles comme ça, c'est les nouveaux modèles avec l'USB-C. Ça a commencé à partir de 2016, du coup, comme je disais. Et en fait, ces petits contrôleurs-là, eh bien, on ne peut pas les avoir à part en occasion. Donc, en gros, quand ils sont retirés d'une carte mère fonctionnelle ou en panne si les puces sont bonnes. Donc, on les achète à des gens qui retirent ces puces-là, hein, par exemple, quand elles sont bonnes, et nous les revendent en pièces. Le truc, c'est que des fois, forcément, tu achètes des puces qui ont déjà tourné, mais on n'a pas le choix. Donc, forcément, elles sont pas neuves, donc la durée de vie pourra être affaiblie. Ça, c'est le seul souci. Donc, Apple fait tout pour éviter la réparation dans ce genre de situation. On est vraiment embêté avec ça. Je suppose qu'ils sont en contrat avec les fabricants de puces, je crois que c'est Intersil si je dis pas de bêtises pour cela.
Et on est vraiment embêté. Donc je crois en avoir parlé déjà dans d'autres vidéos, il me semble bien. Donc si vous êtes client d'un appareil comme ça et que vous êtes embêté avec ce genre de problème, on va dire, n'hésitez pas à en parler à Apple, hein, de bien leur mettre le doigt dessus en leur expliquant pourquoi vous bloquez les composants, pourquoi on ne peut pas les acheter nous-mêmes, que ce soit vous ou un indépendant comme nous, parce que c'est quand même à la limite de la légalité, je pense, niveau réparabilité. Donc bref, voilà, moi j'en ai par chance un petit peu en stock, mais forcément les prix sont excessivement chers aussi, parce que comme il n'y a pas de stock et que c'est que des puces qui sont retirées de carte mère pour pièces ou autre, eh bien les prix explosent. Donc là par exemple ce composant là, je crois qu'on le paye 25 euros. 25 euros pour un composant c'est juste extrêmement onéreux, à savoir qu'en général c'est plutôt aller au maximum que je mets en composant, en général c'est 5 euros quoi, hein. Et alors ça c'est pour les gros composants, les PMU, les choses comme ça. Donc c'est extrêmement cher, et le vrai problème c'est plutôt que pour l'instant il y a de la pièce, mais il arrivera peut-être un jour où on n'aura plus de pièces du tout, et là, bah forcément, des cartes mères qui pourraient être réparables ne le seront plus. Donc c'est un petit peu embêtant quand c'est comme ça. Il y a Louis Rossmann qui est aux États-Unis qui a fait, qui est en cours, on va dire, de pourparlers et autres pour essayer de changer les choses de ce côté-là, mais ça va prendre du temps forcément, et on n'est jamais vraiment sûr que ça va aboutir à ce que tous les réparateurs voudraient, hein, donc à savoir une carte mère qu'on puisse vraiment réparer de A à Z. Donc bon. Plus ça va, plus ils nous mettent, on va dire, des bâtons dans les roues pour bloquer la réparation. Alors nous, c'est pas spécialement grave pour l'instant parce qu'on a toujours plein de travail, on a toujours plein de choses et c'est pas toujours ces composants qui lâchent. Mais pour le client, c'est embêtant parce que bah du coup, Apple lui, il va toujours dire au client, il faut changer la carte mère, ça vous coûte 600, 800 euros, voire même plus pour les derniers modèles. Mais du coup, il pourra pas réparer, enfin personne ne réparera la carte mère, on pourra plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, c'était le petit moment instruction pour tous ceux qui ont des produits Apple. Malheureusement, ce n'est plus aussi réparable que ça l'a été à une certaine époque. Ça, c'est un beau problème, on va dire. On fait avec pour l'instant, mais on finira sans doute par essayer de faire quelque chose, d'engager des actions peut-être pour éviter de se retrouver avec des appareils qu'on ne peut pas réparer et qui coûtent quand même un certain prix, hein, parce que c'est quand même des machines qui valent facilement neuves en général de 1200 à 1500 euros en moyenne pour les appareils comme ça. Donc c'est un petit peu embêtant de se dire qu'on peut pas réparer derrière, je trouve. Alors, hop, on va nettoyer ça. On va déjà vérifier si je suis toujours en court-circuit sur la ligne en question que j'avais testé tout à l'heure. Voilà. Je ne suis plus en court-circuit de ce côté-là, c'est parfait. Alors ça sonne d'un côté, hein. Donc ici ça sonne, c'est du GND, c'est normal, mais pas ici. Je n'ai plus de court-circuit, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir reposer une puce, j'en avais préparé une au cas où, parce que je me tâtais bien. Quand j'ai vu qu'il n'y avait rien sur le multimètre, enfin le testeur, je me suis bien dit qu'il y avait un souci de puce à mon avis. Donc on va en ressouder une tout de suite. Et on va pouvoir faire un essai immédiatement pour voir si on a une belle amélioration. Alors, donc voilà, donc la puce neuve, elle est là, enfin neuve, d'occasion, pardon, c'est pas une neuve, hein. On voit bien d'ailleurs une petite trace là sur les bords, ici, j'essaie de bien vous zoomer dessus. Voilà, on voit bien qu'elles ont été retirées en fait, c'est pas des puces neuves, comme on les sort pas d'un blister et puis elles sont toutes nickel, non, non. Il y a des petites traces dessus parce que bah, les personnes qui les retirent font ça très vite en général, ils font ça quasiment toute la journée, j'ai envie de dire. Donc forcément, ils les retirent à une vitesse assez phénoménale, et il y a des petites traces de retrait de temps en temps. Un petit peu de colle qui reste aussi là. Bon, par chance, celle-ci elle est rebillée. Je sais plus si c'était moi qui l'ai rhabillée ou pas, mais dans tous les cas, elle est prête à être posée. Voilà. Donc, on va pouvoir la poser. Alors, faut pas se tromper de sens, bien sûr. Ça va être... que je fasse pas de bêtises dans ce sens-là. Et donc, il y a plusieurs références, hein. Il y a 2-3 références différentes de puces comme ça. Par chance, j'ai toutes les références actuellement en stock, mais bah, des fois, on n'a pas toujours le stock qu'on voudrait. Allez, on va ressouder ça. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui nous inquiète beaucoup, c'est le jour où il n'y aura plus de composants de contrôle comme ça, et bien on ne pourra plus réparer les cartes mères. C'est vraiment embêtant. Donc on aimerait vraiment que Apple puisse libérer en gros le blocage qu'ils ont fait sur ces composants, histoire qu'on puisse en avoir en neuf, quoi. Et qu'on soit sûr aussi, parce que quand on achète des composants comme ça d'occasion, je sais pas, j'en achète une dizaine, donc déjà ça revient à 250 € juste pour les petits composants, mais bon c'est pas grave, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais sur les disques que je vais commander, comme c'est de l'occasion, il y en a peut-être 8 qui vont marcher et 2 qui vont être HS. Moi, du coup, j'aurais perdu 50 €. Là, ça commence à faire mal. À 25 € le composant, c'est un petit peu embêtant, quoi. Bon, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment le stock. Allez, hop, je laisse refroidir. C'est tout propre, tout beau, avec un peu de chance, ça va aller. J'ai pas testé l'autre pour l'instant, donc on va faire quelques tests de voltage. On va déjà voir si j'ai une amélioration sur le testeur. J'attends que ça refroidisse, c'est un petit peu chaud.
Et puis, on verra si c'est bon, ça peut repartir, ou si je dois changer de deux, ou s'il y a des dégâts plus loin. On va voir un petit peu. Là, pour l'instant, je fais vraiment le truc simple, hein, composant brûlé, je change. J'ai vu que sur ligne, c'était mieux, j'avais un court-circuit, je ne l'ai plus, donc techniquement, on est bon. Mais, encore une fois, on sait jamais, il peut y avoir eu des dégâts plus loin. Je laisse bien refroidir. Ça me paraît bien. Allez, on va brancher. Et j'ai quelque chose. Mon testeur s'allume. 5 volts. Passer sur la caméra complète. Alors par contre, je vois que je reste bloqué à 5 volts. Je passe pas à 20 volts. C'est pas normal. Je vais essayer de le brancher sur l'autre. Des fois que... Sur l'autre, je n'ai rien. Donc il y a bien un défectueux encore, je pense. Et oui, parce qu'en plus c'est pareil. Sur les MacBooks comme ça... Petite chose que je précise, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on peut pas juste changer un composant et du coup il y aurait qu'un port USB-C qui fonctionnerait. Ça marche pas comme ça, les deux communiquent ensemble. Donc s'il y en a un des deux qui lâche, tous les ports USB-C tombent en panne. C'est un petit peu embêtant pour les machines où il y a 4 ports USB-C, on se dit bah c'est grave, il y en a un qui est en panne, c'est pas grave, j'utiliserai l'autre. Et bien non, on peut pas faire ça. On peut pas utiliser les autres parce que un est HS. S'il y en a un qui est HS, tous les autres tombent en panne. C'est vraiment, vraiment embêtant comme situation, je trouve. On n'a pas le choix, on fait avec. Hop. Alors. Voilà. Alors, je vais fouiller dans mes composants. Hop, voilà, donc j'ai ressorti le petit blister, c'est bon. Alors, je sais pas si c'est billé celui-ci. S'il est billé, parfait, impeccable. Voilà, on voit bien aussi, lui aussi il a des traces, hein, il a été un petit peu enlevé, retiré à la mano, j'ai envie de dire. Donc voilà, hein, il n'y a vraiment aucun composant de ce type-là que vous pourrez trouver en neuf, c'est pas possible, ça n'existe pas malheureusement. Donc c'est un petit peu délicat pour être sûr de la fiabilité du composant. Les deux petites résistances qui se sont soudées l'une à l'autre, faut que je fasse attention, je n'avais pas vu. Voilà, parfait. Voilà, je vais ressouder du coup le second. Et on pourra faire un deuxième essai, et avec un peu de chance, on aura une vraie amélioration cette fois-ci. Au moins les deux ports pourront réagir. Voilà, parfait. Je l'ai vu bouger en même temps que mon air, donc je pense que c'est bon, il n'y a pas de souci, il est bien soudé. J'attends que ça refroidisse une seconde fois, et on fait un deuxième essai. On va espérer qu'il n'y ait pas de dégâts plus loin. Sinon, on fera un peu plus de diagnostic, on va dire. Voilà, donc j'ai changé les deux puces, on va faire un test rapidement. Je branche. 4 volts, 5 volts, un peu 13 volts, 20 volts. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de vous passer en... Yep. Voilà, 20 volts. Donc là, la machine, elle est capable de démarrer techniquement. Et en branchant à côté, je me suis rendu compte, par contre, ça. On n'a rien sur le deuxième. Donc là, c'est plutôt rigolo. On a bien le démarrage, ce qui veut donc dire que les deux composants que j'ai changés fonctionnent. Il n'y a pas de problème, ils communiquent bien, etc. Mais il n'y a qu'un seul port USB qui fonctionne. Donc, il doit y avoir une ligne, et une des premières lignes, je pense, d'alimentation, qui doit être en court-circuit ou claqué. Souvent, quand ça fait ça, je vais vous montrer, et je pense que je suis pas loin de la vérité. Souvent, quand ça fait ça, on a en fait, pour chacune des puces, ici un fusible, un transistor et une diode de protection. Bon, donc hop, hop, hop. Transistor, fusible, diode de protection. Donc on va tester déjà si là ou là on n'a pas de court-circuit, tout bêtement. Donc il y en a un qui fonctionne, donc forcément il n'y aura pas de court-circuit. Pas de court-circuit. Donc celui-là, c'est lui qui doit marcher, je pense. Le deuxième, court-circuit. Court-circuit, sauf que la machine démarre. Donc le fusible ne peut pas brûler. Donc il y a de fortes chances pour que le transistor là soit bon. Donc la seule option qu'il me reste, c'est la petite diode de protection, que je vais retirer tout de suite. Et on va voir si cette fois-ci, on est toujours en court-circuit. Donc cette diode n'est pas obligatoire, hein, c'est une diode vraiment de protection. Alors, en gros, elle sert à quoi? On a le 20 volts qui arrive ici, en gros, quand les puces ont fini de configurer le chargeur. Et s'il y a une surtension sur le chargeur, je sais pas, un orage, quelque chose, et qu'on passe de 20 volts à, j'en sais rien moi, 200 volts par exemple, hein, eh bien en fait cette diode va laisser passer le courant en trop vers le GND.
Donc c'est une petite diode de protection du coup. Si elle n'était pas là, et bien si là l'ordinateur prend 200 volts dans la figure par exemple, et bien les 200 volts vont vraiment aller dans la carte mère. Et donc le fusible lui va brûler par exemple. Mais cette diode en fait elle laisse fuiter le courant en trop vers le GND par sécurité. Sauf que là comme ça a claqué, il y a dû avoir quelque chose avec le chargeur justement, et bien elle a brûlé cette diode et du coup on était tout le temps vers le court-circuit. Donc en fait nos 20 volts quand je branchais sur cette puce là, allaient directement vers le GND, ce qui explique le court-circuit je pense. Je vais donc retester tout de suite avec mon multimètre et on va voir. Et on n'est plus en court-circuit, ça ne sonne plus. Donc là, GND, ça sonne. Et là, 20 volts, 5 volts, 20 volts, ça dépend de la ligne. Pas de court-circuit. Donc techniquement, je vais laisser refroidir, mais normalement maintenant, si je branche mon petit chargeur sur le port USB-C qui ne fonctionnait pas, techniquement cette fois-ci fonctionnera. Il nous restera quand même à remettre la petite diode de protection, parce que c'est quand même important. Si on a une surtension, elle est quand même là pour faire son travail. Donc ce sera embêtant de ne pas la remettre. On sait jamais. Je laisse refroidir un petit peu, je voudrais pas faire de bêtises que si on branche trop vite on pourrait brûler un composant qui est trop chaud. Hein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je branche donc cette fois-ci sur le port qui ne fonctionnait pas. On va passer en vidéo complète. Toc. Et on va espérer que cette fois-ci on est bon, mais je pense que oui, il n'y a aucune raison. Et voilà, cette fois-ci ça démarre sur le port là, on va voir s'il passe en 20 volts, j'attends un petit peu. 13 volts, 20 volts, on est bon. Le second port USB-C. Il démarre, et donc c'est celui de tout à l'heure qui fonctionnait, donc il n'y a aucune raison, ça devrait fonctionner, 5 volts, 13 volts et 20 volts. Cette fois-ci, la carte mère, du coup, est capable de démarrer. Donc je vais la remettre en châssis, on va voir si cette fois-ci on a un démarrage complet, et on va quand même s'atteler au souci du souci du SSD apparemment, qui était reconnu un coup sur deux. Mais il est possible que ce soit lié à tous ces problèmes-là, du coup, hein, parce que ça avait quand même bien brûlé. Donc peut-être qu'il y a des lignes d'alimentation qui étaient pas bonnes, ou en train de lâcher à cause de ça, parce qu'il y a quand même du 5 volts qui passe sur ces composants-là, et d'autres lignes d'alimentation, du 3 volts 3, si je dis pas de bêtises, qui doivent aussi passer sur le SSD, donc c'est possible que ça ait posé problème. Je remonte, on fait un test, et on voit ce que ça nous raconte. Allez, c'est parti. Alors avant de la remonter, bien sûr, j'en profite pour remettre une diode. Alors hop, j'en ai trouvé une que j'ai dessoudée sur une carte mère pour pièces, hein, donc ça fera largement l'affaire. C'est des modèles similaires. Alors, on va juste ne pas se tromper de sens, c'est très important. Ouais, donc là c'est très facile, parce qu'on a vraiment une partie plus grosse que l'autre. Voilà. Comme ça, il sera de nouveau protégé. C'est quand même assez important, ces petites diodes-là. C'est bien pratique, on va dire, en cas de surtension. Voilà, parfait. Très bien. Comme ça, au moins, tout est protégé. Donc, j'attends que ça refroidisse une dernière fois. Je mets en châssis, on essaie de démarrer et on va voir s'il y a un souci de SSD, parce qu'apparemment, il y avait un problème de ce côté-là. Ou si vraiment l'appareil démarre nickel. Dans ces cas, je le mettrai en test plusieurs jours pour être sûr. Normalement, ça devrait aller. Allez, on refroidit ça, on remonte et on teste. Voilà, donc je l'ai remonté. Hop, on va le tester. Bon, j'ai déjà testé, hein. Je l'ai démarré tout à l'heure, il fonctionnait bien. Alors, je pense qu'il n'y a plus de batterie, mais j'ai tout remonté. Hop, voilà, donc je le branche du coup sur le port qui fonctionnait pas avant. Et là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai bien mes 20 volts. Il devrait s'allumer sous peu, donc là, ouais, on a une consommation qui est parfaitement normale. Il charge pas encore la batterie, mais je pense qu'elle doit être bien à plat. Ça y est, c'est parti, il charge la batterie, là je suis à plus de 1 ampère, donc il n'y a pas de souci. Je sais pas si peut-être qu'il faut que je l'allume celui-ci par contre. Voilà, c'est bon, j'entends le petit gling de démarrage, on devrait avoir la pomme sous très peu de temps, voilà, hop, il est reparti. Et donc on a bien la session qui se met en place, donc c'est parfait, celui-ci marche bien. Je vais quand même le tester quelques jours pour être sûr au niveau du SSD que je fais pas erreur et qu'il y a bien uniquement eu le souci de contrôleur USB-C qui pouvait poser problème. Mais là, j'ai déjà démarré 3-4 fois et j'ai jamais eu de soucis, donc je pense que tout est ok. Mais par sécurité, on va quand même tester. Ça peut arriver qu'un SSD fatigue un peu et puis fasse des soucis. En plus, je crois qu'il y a des données importantes dessus, donc je vais essayer au moins de récupérer les choses si c'est important dans ces cas-là. Puis au moins, s'il y a un souci, eh bien, on pourra quand même récupérer ce qu'il y a dessus. Bon, je vais le laisser charger déjà et puis je pourrai le tester plus longuement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vraiment, la chose importante à retenir là-dessus, c'est que sur les nouveaux Mac, et en plus c'est pire que ce modèle-là qui lui n'avait pas de puce T2, mais sur les nouveaux Mac, on a du coup ces fameux contrôleurs USB-C qui ont vraiment tendance à mourir très facilement, hein. Vraiment ça lâche assez vite. On a du mal à se les procurer parce que Apple du coup a bloqué un contrat en fait avec les fabricants des composants, donc on n'en trouve pas en neuf en achat. C'est un gros problème pour dans les futures années, j'ai envie de dire. Et de plus, mais ça j'en avais déjà parlé il me semble, avec les nouveaux modèles sur les puces T2, c'est vraiment une catastrophe. J'ai un collègue qui de chez Wecase, salut à toi, qui a découvert que sur le tout dernier Mac, si on changeait le clavier par exemple, il était sérialisé, donc on peut même pas changer le clavier, à cause de la puce T2 qui elle reconnaît en fait, un peu comme sur un iPhone au niveau des écrans par exemple ou des batteries, reconnaît que c'est pas le clavier d'origine et du coup ne veut pas le faire fonctionner. Donc c'est quand même, je trouve, assez grave. On peut plus soi-même réparer la machine ou le déposer dans n'importe quel magasin indépendant qui se débrouillerait très très bien au niveau d'un changement de pièce classique, on va dire. Eh bien c'est plus possible.
Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, encore une fois, moi je suis pas vraiment impacté parce que je fais que de la réparation de carte mère. Et encore là sur ces composants-là, si un jour j'en ai plus, bah, je pourrais plus réparer. Mais pour tous ceux qui ont des magasins de réparation, je dirais standard, où ils font du très bon travail pour le changement de pièces, écran, batterie, clavier, ce genre de choses, eh bien on finira par être bloqué, ce qui est quand même un gros problème je trouve. Mais bon, on verra pour la suite. Nous je pense qu'on fera sans doute quelque chose pour ça. On attend un petit peu parce que là on est débordé forcément comme toujours. Mais quand on aura un moment, je pense qu'on regardera pour essayer de faire quelque chose pour peut-être montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on est parfaitement capable de réparer n'importe quel appareil de chez Apple, on va dire. Mais que forcément, s'ils bloquent les pièces, on pourra plus rien faire, et je pense que c'est le but du jeu chez eux. Bref, j'espère que vous avez appris des belles choses, et puis je vous dis du coup à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet, afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.